Yves Cochet, que vous connaissez sûrement, qui a été un des premiers annonciateurs des perspectives risquées pour l'avenir dès le début des années 2000, a proposé une définition de l'effondrement que je vous livre. L'effondrement est le processus à l'issue duquel les besoins de base, donc l'alimentation, la sécurité, l'eau saine, etc., les besoins de base ne sont plus fournis à la majorité de la population par des services encadrés par la loi. Alors, je pense que c'est une bonne définition. Je me permets de proposer la mienne pour ajouter quelques points qui généralisent encore cette définition et qui l'ouvrent à des questionnements plus vastes. Pour moi, un effondrement, c'est, quelle que soit l'organisation sociétale humaine considérée, vous voyez que là, on est au-delà d'une société qui est structurée autour d'un État, c'est-à-dire qu'il y a des sociétés sans État qui ont traversé des effondrements, certainement, sociétés de chasseurs-cueilleurs. Quelle que soit l'organisation sociétale humaine considérée, c'est le retour plus ou moins rapide et global des contraintes de la régulation par les lois naturelles sur les critères de l'alimentation, de la sécurité et de la santé. Alors, ce que veut dire cette définition, c'est que tous les êtres humains, par extension aussi les êtres vivants qui se sont confrontés à des effondrements, en fait, toutes les sociétés humaines, lorsqu'elles ne parviennent plus à repousser, pour faire simple, les contraintes de la vie, c'est-à-dire la régulation proie-prédateur, les maladies, les contraintes de l'alimentation, lorsqu'elle ne parvient plus à repousser cela pour son bénéfice propre, c'est-à-dire son propre développement, elle s'expose à un effondrement lorsqu'elle ne maîtrise plus la circulation des pathogènes, lorsqu'elle ne maîtrise plus sa propre alimentation parce que l'agriculture est défaillante, lorsqu'elle ne maîtrise plus, par exemple, les effets du réchauffement climatique, lorsqu'elle ne maîtrise plus sa sécurité si elle est envahie par une autre société concurrente, eh bien là, on peut parler d'effondrement. Je crois que 3 chiffres résument assez bien le monde dans lequel nous vivons. Je les répète un peu comme un leitmotiv. En quelques millénaires, nous avons éradiqué plus de la moitié, donc l'essentiel des arbres. En quelques décennies, nous avons éradiqué plus de la moitié, donc l'essentiel des mammifères sauvages, et en quelques années, nous avons éradiqué plus de la moitié des insectes. Donc ça, c'est fait. Ça répond d'emblée à l'interrogation de certains négationnistes qui pensent qu'il s'agit d'une crainte pour l'avenir. En réalité, il s'agit déjà d'un bilan du passé qui, à quelques marges d'erreur bien sûr toujours présents dans un raisonnement scientifique, n'est plus sérieusement contestable. Mais enfin, ça va pas! Alors, je crois que nous ne sommes pas réellement, comme on le dit parfois, dans la 6e extinction massive, mais bien plutôt dans la première extermination délibérée. Mes collègues écologues emploient actuellement le mot d'anéantissement biologique global. Donc ce n'est pas exactement un détail. Au niveau humain, pour ce qui nous concerne directement donc, juste quelques chiffres que je sélectionne un peu au hasard. Nous savons maintenant qu'il y a en Europe vraisemblablement de l'ordre de 800 000 morts par an dus à la pollution. En concaténant différentes sources, je suis arrivé au même chiffre dans le bassin méditerranéen. Je crois que ça devrait peut-être nous inviter à une re-hiérarchisation de nos priorités, si tant est que la sauvegarde de la vie, ou en tout cas d'une vie digne, soit effectivement, comme on l'annonce comme un mantra, notre priorité réelle. On sait, d'après l'ONU, que nous nous trouvons dans une situation de risque existentiel direct, et 17 pays, en effet, sont d'ores et déjà sujets à un stress hydrique extrême, tandis que 27 autres, dont certains en Europe, sont soumis à un stress hydrique fort. Alors, on estime, non pas pour nos petits-enfants, non pas pour nos enfants, mais pour nous-mêmes, parce que l'essentiel, je pense, j'espère, des personnes présentes dans cette salle ce soir seront encore en vie dans 25 ans. On espère donc qu'à l'horizon, et on redoute donc qu'à l'horizon 2050, il y aura entre 300 et 600 millions de réfugiés climatiques. Bon, soyons clairs, hein, ce n'est pas faire preuve de défaitisme et moins encore se placer dans une posture de gourou apocalyptique que de noter qu'une analyse géostratégique élémentaire nous conduit à conclure que ce que nous évoquons ici, c'est la guerre.
On ne déplace pas 500 millions de personnes sur des milliers de kilomètres dans la joie et la bonne humeur. Ça n'existe pas. C'est quoi ce bazar? On est en pleine migration, nous. Si on est un tout petit peu sérieux, du point de vue historique, politique et géostratégique, on est en train tranquillement, ce soir, dans une belle salle chauffée, de se dire « dans 25 ans, nous serons dans une situation de guerre mondiale ». C'est tout de même un peu préoccupant. Alors c'est pas juste l'agriculture. Bien sûr, il y a l'agriculture, et l'agriculture dont on parle, c'est une agriculture basée sur l'homogénéité, l'ultra-mécanisation, la consommation massive d'énergie fossile, comme j'ai dit tout à l'heure. Pour faire de l'engrais azoté, il faut beaucoup de gaz naturel. C'est le procédé Haber-Bosch, ce qui ont le prix Nobel au début du siècle, du XXe siècle. Et une industrie d'extraction pour les engrais, comme les phosphates, etc. Et donc, homogénéité pour pouvoir faire passer des machines mécanisées, donc pétrole, et donc processus industriel linéaire. Et ça, c'était dans le champ. Puis on passe à la commercialisation, mondialisation, et finalement, on a quoi? Tout le système alimentaire industriel, c'est de l'agriculture, donc comme je disais, consommateur d'énergie fossile, avec transport dans les centres de transformation, transport, centre de distribution, transport, centre de distribution, encore une fois, à chaque fois pétrole partout, et même nucléaire, chaîne du froid, etc. Transport à nouveau, retransformation à la maison, avec électricité, énergie fossile, et puis toujours à la fin de la chaîne, les déchets, transport de déchets, traitement des déchets, énergie fossile, énergie fossile. Et en fait, il y a partout des énergies fossiles, et surtout du pétrole, du charbon, du gaz naturel. Et donc, il y a 4 ou 5 choses fondamentales, je n'ai pas le temps de développer, mais à dire sur les énergies fossiles et le pétrole. La première chose, c'est que c'est une énergie incroyablement dense, concentrée et riche. Donc un ordre de grandeur, dans un plein d'essence, on va dire 40-50 litres, en joules, vous brûlez cette essence, ça équivaut à 4 ans de travail humain. Une personne moyenne qui travaille un travail moyen, pendant 4 ans, il va produire autant de joules qu'un plein d'essence. Un baril de pétrole, c'est 12 années et demie de travail humain. Ça veut dire que on a tous, nous, Européens moyens, qui consommons beaucoup de pétrole indirectement pour nous nourrir, nous chauffer, nous déplacer, nous instruire, etc. On a besoin de beaucoup de pétrole. On a tous l'équivalent de 500 esclaves énergétiques. 500 personnes, imaginaire des esclaves énergétiques, c'est le pétrole qui fournit cette énergie. 500 esclaves chacun. 500, 500, 500, 500, 500. Ici, on n'est pas 300 dans la salle. On est 300 fois 500 personnes. Ça, c'est la première chose. C'est une énergie dense, incroyablement précieuse, et on la brûle très vite. Deuxième chose, c'est qu'on fait beaucoup de choses avec du pétrole. Toute la civilisation thermo-industrielle est basée là-dessus. On peut faire du plastique, des textiles, des médicaments, etc. Troisième chose, toute notre société en dépend. Et c'est très corrélé, les prix du pétrole sont très corrélés par exemple aux prix alimentaires. Ici vous avez 2001-2011, l'indice des prix du pétrole en rouge et les prix alimentaires en bleu. Et ce pic-là, c'est la crise des subprimes. Vous vous souvenez, à l'époque, il y a eu des émeutes de la faim dans 135 pays. En 35 pays, pardon. Donc ces petits pics-là, c'est vraiment des événements géopolitiques majeurs. Donc toute notre société, notre alimentation, nous mangeons du pétrole, en fait, c'est ça. C'est délicieux. Et l'autre chose à dire, quatrième chose, vous voyez ici, c'est la courbe de découverte du pétrole tout au long du siècle. 1930, 2030, là il y a un siècle de découverte de gisements. Et puis en vert, c'est l'extraction, c'est la quantité de production. Au début, on découvre plein de choses, et puis peu à peu, on l'extrait, etc. Et entre le pic de découverte et le pic d'extraction, il y a toujours 40 ans. Voilà, c'est une sorte de principe géologique. Donc en fait, on est tout en haut du pic. En rouge, c'est la demande qui continue. Donc là, il y a un effet de cisaillement, un décrochage entre l'offre et la demande. Et en fait, on est en haut d'un pic de production et d'extraction. C'est-à-dire que la production va commencer à décliner.
Alors vous allez me dire, ouais, on est en haut d'un pic, ça veut dire qu'il y a encore la moitié de la courbe en cloche. Effectivement, il y a encore beaucoup de pétrole, de réserves prouvées. Même pas dans les futures découvertes. Dans les réserves prouvées, on a de quoi exploser le climat de 5 fois la limite des 2 degrés du GIEC. Vous savez, si on extrait tout et on brûle tout, c'est la hothouse Earth, comme disent, la planète étuve. C'est foutu au niveau climatique. Donc on a encore beaucoup de pétrole. La question du pic pétrolier, c'est qu'on n'arrivera pas à l'extraire. Pour des raisons thermodynamiques, parce que ça coûte de l'énergie d'aller extraire toujours plus loin, plus profond, avec plus d'ingénieurs, plus de techniques, etc. Alors ça s'appelle EROI, Energy Return on Energy Invested, le retour sur investissement en fait, le taux de retour énergétique. Au début, c'était très facile de faire sortir du pétrole, d'extraire. On appelait des ingénieurs, hop, des machines. Pour 1 baril dépensé d'extraction pour l'industrie, il y en avait 100 qui sortaient aux États-Unis. Donc 99 barils de surplus pour développer la civilisation. C'est très facile. 90 ans après, le rapport est de 1 sur 35. Il faut creuser pour 1 baril dépensé, on n'en retire que 35. Et en fait, ce taux de retour énergétique diminue de manière plus que proportionnelle. Aujourd'hui, aux États-Unis, on est à 1 sur 12. Ça devient dangereux en dessous de 1 sur 20 pour une société. Au niveau mondial, on est à peu près à 1 sur 20. Bon, après, les chiffres sont... c'est une fourchette, quoi. Donc ça devient difficile, énergétiquement, d'aller extraire cette énergie. Et le problème, c'est qu'il y a un problème thermodynamique et il y a un problème financier. C'est-à-dire que notre société, elle a besoin de finances, d'investissement, d'un système d'aide, etc., pour maintenir cette puissance d'extraction. Et inversement, elle a besoin de cette puissance du pétrole pour faire marcher toute la croissance, le système d'aide. Dès qu'il n'y a plus de croissance, tout le système financier s'écroule comme un château de cartes. Et la croissance est directement proportionnelle à l'essence qu'on met dans le système, donc au pétrole. En fait, cette courroie de distribution énergie-finance, c'est la courroie de distribution de notre civilisation thermo-industrielle. Et les 2 piliers-là sont très fragiles et sont interconnectés. S'il y en a un qui s'effondre, l'autre s'effondre. Donc on a un constat. D'un côté, tous nos systèmes alimentaires, ce qu'on mange, nous, ici en Europe, dans les pays industrialisés, dépend du pétrole. Et c'est bientôt, il n'y en aura plus ou plus facilement accès. J'ai mis des années avant de résoudre cette équation, qui est toute bête en fait, mais on ne veut pas le voir. En tout cas, je ne l'ai jamais vu en cours, explicité comme ça. C'est juste la fin de nos systèmes alimentaires industriels. Pour bientôt, dans les années à venir, nous allons le vivre. Ce n'est pas nos générations futures, c'est nous. C'était mes conclusions, mon intuition et celle de beaucoup d'autres agronomes et voilà, rapports, experts, etc., pour le 2013, pour le rapport. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, qu'est-ce qu'on construit? Si ça s'effondre, il faut construire et aller voir ce qui peut émerger, les jeunes pousses de ce qui émerge suite à l'effondrement de cet arbre géant qu'est le système alimentaire industriel. Est-ce qu'on pourra arriver à se nourrir en Europe à la fin de notre vie, dans 10 ans, dans 15 ans? C'est ça la question. Alors maintenant, un peu quelques détails. Tout ce que je vous raconte maintenant est sorti de la littérature scientifique, vous avez les sources. Ici, vous avez d'abord un graphique qui vous montre le nombre de jours où les conditions extérieures seront létales, c'est-à-dire qu'on sort dehors, on meurt, sur une planète qui s'est réchauffée de 4 degrés. D'accord? Par rapport à aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est concentré sur la bande équatoriale? Parce que c'est une zone dans laquelle l'air est saturé d'humidité. Vous savez que la température de votre corps est de 37 degrés. En fait, la température de votre peau est de 35. De votre front un peu plus, puisqu'on vous a tous pris la température pour vous laisser rentrer ici. Et vous avez vu, si vous avez regardé la température qui s'affichait, vous avez vu que c'était 35, pas grand-chose, la température extérieure. 35 et 36. Si l'air ambiant monte à plus de 35 ou 36 degrés en étant saturé à 100% d'humidité, à ce moment, vous rentrez, vous êtes dans un environnement dans lequel votre corps ne peut plus se refroidir par déperdition thermique et il ne peut plus se refroidir par évaporation, c'est-à-dire la transpiration. Donc vous mourrez d'hyperthermie. Donc vous pourrez mourir d'hypothermie si vous êtes pris sous une avalanche et qu'on ne vient pas vous chercher, déjà d'asphyxie, mais tomber dans une crevasse, vous pourrez mourir d'hypothermie, ça c'est possible. Eh bien là, c'est les endroits où on mourra d'hyperthermie.
D'accord ? Parce qu'on peut juste pas se tenir dans des conditions extérieures. Et vous avez le nombre de jours par an que ça concernera. Donc il y a des endroits, par exemple ici, un tout petit peu peuplé, par exemple ici, un tout petit peu peuplé, par exemple le Nigeria, un tout petit peu peuplé, etc. Voilà. Bien évidemment, au fur et à mesure que nous irons vers des conditions de cette nature, si nous y allons, les gens qui y habitent là, ils ne vont pas rester là. Hein. Ils vont aller voir ailleurs le temps qu'il fait. Alors ils ne monteront pas tous dans un avion, parce qu'à ce moment-là, il n'y aura plus d'avion. Mais enfin, de proche en proche, évidemment, ça va déclencher des troubles géopolitiques massifs. C'est absolument évident. Deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que dans un climat globalement plus chaud, il y a globalement plus d'évaporation, mais malheureusement, cette évaporation ne conduira pas à des précipitations qui augmentent partout. Le surplus global de précipitations sur Terre sera mal réparti, et il y a des zones dans lesquelles les précipitations vont beaucoup augmenter, typiquement les hautes latitudes nord, et des zones, notamment le pourtour du bassin méditerranéen, donc nous on est aux avant-postes, où les précipitations vont significativement diminuer. En plus du fait que les précipitations diminuent, et vous le constatez probablement si vous allez faire un tour dans la nature pas très loin d'ici, à précipitation constante, si les températures augmentent, l'évaporation augmente et les sols s'assèchent, même si les précipitations ne baissent pas. Et ça, les arbres et les cultures n'aiment pas. Donc ça va mettre sous stress les arbres et les cultures. Et le bassin méditerranéen est particulièrement aux avant-postes, puisque avec un réchauffement de 2 degrés, on a déjà 20% d'assèchement des sols sur le pourtour du bassin méditerranéen. Alors une partie de ce pourtour, c'est tous les pays de la rive sud, qui sont déjà pas autosuffisants sur le plan alimentaire, qui seront, à cause de leur démographie, obligés d'importer de manière croissante tant qu'ils arrivent à nourrir les gens avec des importations. Et puis quand ils commenceront à avoir du mal à faire ça, c'est le printemps arabe empire qui se redéclenchera. C'est exactement ça qui va se passer. Donc les millions de réfugiés en Europe, c'est marrant parce que je suis passé juste avant à une émission de radio, on m'a demandé ce que je pensais de la votation qui allait être proposée aux Suisses sur l'immigration. Alors ma réponse a été, la pression extérieure va augmenter de toute façon à cause de ce problème-là et d'autres problèmes. Et si vous voulez être bien protégé contre l'immigration, il est plus urgent d'aller mettre beaucoup de pognon dans les pays qui ont de l'émigration possible à vous proposer, plutôt que de penser que vous allez vous barricader ici, parce que ça résistera qu'un temps, quoi. Et je vais aller directement à ce graphique qui date d'il y a 1 an plus ou moins, qui vient du GIEC, et qui vous dit qu'à partir de 2,5 degrés à 3 degrés d'élévation de température, vous avez de l'insécurité alimentaire qui commence à se généraliser sur la planète. Alors tous ceux d'entre vous qui ont lu leur cours d'histoire attentivement se rappelleront que l'insécurité alimentaire est le premier ferment d'instabilité politique. À partir du moment où les gens n'ont pas à bouffer, ils se révoltent. Ça marche très très bien. Nous, on a coupé la tête de notre roi. On le regrette un peu maintenant parce qu'on n'a personne à mettre dans le gala. On est obligé d'élire un président pour ça. Mais sinon, c'est évident que c'est quelque chose qui va beaucoup bouger. Alors, quelque chose que j'ai oublié de dire aussi, mais que je vais vous dire tout de suite. Dans le monde économique en particulier, dans le monde économique en particulier, on a tendance à être, à être trompé par les raisonnements linéaires. Une action me coûte 100 €, donc 2 actions me coûtent 200 €. D'accord ? Et on transpose ces raisonnements linéaires au monde physique qui, lui, n'est pas linéaire. Donc, beaucoup de gens se disent 2 degrés, c'est 2 fois plus grave que 1 degré. Je vais prendre un exemple qui est votre propre corps. De temps en temps, il arrive à votre propre corps de connaître une élévation de température. Ça s'appelle avoir de la fièvre. Alors, si vous avez une élévation de température de 1 degré, vous êtes un peu mal foutu. Bon, c'est pas trop grave. Si vous êtes très motivé, vous viendrez même ici parce que les petits fours sont bons. Si vous avez une élévation de température de 5 degrés, vous n'allez pas rater 5 cocktails, vous êtes mort. Donc, votre corps, qui est un système parfaitement non linéaire, vous voyez bien que les conséquences ne sont pas une fonction linéaire de l'élévation de température. Les conséquences augmentent beaucoup plus vite que l'élévation de température. Eh bien, pour la planète, c'est exactement pareil. Donc 2 degrés, ce n'est pas 2 fois plus grave que 1 degré, c'est probablement 50 fois plus grave que 1 degré. Et 3 degrés, c'est probablement 10 000 fois plus grave que 1 degré. D'accord ? Donc l'élévation, là en ce moment, vous avez déjà plein de coraux qui souffrent, à 2 degrés, ils sont tous morts, par exemple. Donc 25% des espèces marines qui sont dépendantes des récifs coralliens aujourd'hui, alors peut-être qu'elles arriveront à aller ailleurs, je ne sais pas où, mais si elles n'y arrivent pas, disparaissent. Voilà un exemple parmi d'autres. Donc il faut bien comprendre encore une fois que chaque demi-degré vous amènera un surplus de conséquences désagréables peut-être égal à la totalité des conséquences désagréables qu'on a déjà eues avant. Ce n'est pas du tout linéaire comme la fonction des dommages.